Bonjour, ici Nicolas Felsimang, Jean-François Rioux et Mireille Poulain. Nous sommes de la commission jeunesse de la MRC Les Basques et tous les trois, nous sommes du sous-comité vie démocratique et économique. Nous avons voulu poser des questions aux candidats concernant les enjeux qui touchent les jeunes pour la campagne électorale 2014. Nous demanderions de vous présenter et présenter les grandes lignes de votre parti. Oui, je m'appelle Louis Gagnon, je suis candidat pour Québec solidaire dans les Basques, Témiscouata et Rivière-du-Loup. Les grandes lignes du Parti Québec solidaire, c'est beaucoup orienté sur la justice sociale, sur l'égalité des chances, sur l'environnement, le développement durable. C'est des choses qui sont primordiales pour Québec solidaire. Et ensuite de ça, c'est sûr qu'au niveau de la plateforme, comme en santé, il y a plusieurs propositions, entre autres par rapport au CLSC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle d'augmenter le personnel. Il y a beaucoup de partis qui disent ça aussi, mais en tout cas, de notre côté, on pense aussi qu'il faut augmenter le personnel sur le terrain puis enlever un peu d'administration. La paperasse aussi, en général, c'est quelque chose qui est de plus en plus complexe au Québec, là. Peu importe que ce soit pour les entreprises, pour les organismes communautaires, qu'on appuie d'ailleurs beaucoup. C'est les grandes lignes, je dirais. Quel est votre parcours personnel? Mon parcours personnel, j'ai grandi à Rivière-du-Loup, j'étais à l'école primaire là-bas, à l'école secondaire, j'étais au cégep à Rivière-du-Loup, j'ai fait mes études universitaires à Rimouski, à l'UQAR, bac, maîtrise. J'ai aussi étudié en développement communautaire et en relations interculturelles. Ça, c'était au cégep Marie-Victorin. Ensuite de ça, j'ai été au niveau professionnel, j'ai travaillé pour la coopérative culturelle Paradis à Rimouski. J'étais chargé de projet là-bas. C'est un organisme qui en chapeaute 14 autres. On travaille de concert. Il y avait un gros projet de déménagement qui a finalement eu lieu. Moi, j'ai travaillé environ 1 an et demi là-bas, puis on a travaillé fort avec tout le monde, toute l'équipe là-dessus, puis ça a fini par aboutir. C'est un projet quand même de 9 millions là, au total. C'était quelque chose de très, très gros. Fait que j'ai travaillé pas mal quand même à tous les aspects de ça. Mais j'étais aussi beaucoup affecté au culturel, là, c'est ça. Je m'occupais de la programmation, puis de plein de choses. Et j'ai aussi travaillé comme professeur au cégep de Rivière-du-Loup. C'est votre emploi actuel? Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé là-bas. C'était assez précaire, les emplois. Donc, j'ai travaillé beaucoup comme professeur. J'ai fait beaucoup de remplacements, particulièrement à l'époque de la grippe H1N1, où on faisait des retraits préventifs pour les femmes enceintes. Mais c'est comme ça quand on est remplaçant. Mais j'ai fini par travailler beaucoup. Et, mais à un moment donné, là, tout le monde est revenu et tout ça, donc ça a tardé un peu. Donc, dans les dernières années, j'ai un petit peu moins travaillé. Et là, je travaillais à la salle, toujours au cégep. Là, j'ai été voir dans un autre cégep pour avoir travaillé. Donc, je suis comme à contrat là-bas, mais je risque de revenir à Rivière-du-Loup éventuellement si on a de la place. Est-ce que vous pouvez me parler plus en détail de votre projet par rapport au CLSC? Oui, c'est que les CLSC, à la base, c'était supposé être des services de proximité avec les citoyens. C'était ça le concept. Et on dirait que plus le temps a passé, plus finalement les médecins, souvent, aiment beaucoup être leur propre patron. Puis dans les CLSC, de la façon en tout cas que c'était organisé à une certaine époque, c'est que les médecins se retrouvaient à être pas vraiment leur propre patron. Alors, ils ont un peu délaissé. Petit à petit, les CLSC, ça devenait de plus en plus difficile de trouver un médecin là-bas. Et là, ce que Québec solidaire propose, c'est de ramener finalement des médecins dans les CLSC. Et pour désengorger les urgences, dans les dernières années, il y a plusieurs solutions qui ont été amenées. On entend beaucoup les autres partis parler de toutes sortes de choses, sauf que finalement, le problème est à peu près le même depuis 10, 15 ans, peut-être même plus depuis Lucien Bouchard, finalement, là, que les urgences sont problématiques, puis ont perdu assurément leur fonction première, qui est une urgence. Et c'est pas normal que quand on est malade, quand on a des choses, qu'on a besoin de voir un médecin, puis qu'on peut pas voir notre médecin de famille, qu'on soit obligé d'aller à l'urgence. Donc l'idée, c'est de redonner aux CLSC, finalement, leur fonction première. Et du côté environnemental, qu'est-ce que vous proposez exactement? Nous, d'abord, on s'est positionné contre le projet d'oléoduc. On a été les premiers à le faire, puis j'ai presque envie de vous dire les seuls. Les autres vont vous dire, on attend un BAP, on attend telle chose. Mais c'est beaucoup de la politique. Je pense que la plupart des partis, sauf le nôtre, sont assez en faveur de ça. Parce que TransCanada envoie des lobbyistes qui viennent ici, qui promettent des emplois, qui promettent bien des choses, mais tout le monde sait très bien que ces emplois-là, c'est du vent. Que, je veux dire, un pipeline, c'est tellement spécialisé, c'est tellement pointu que, je veux dire, c'est des gens de l'Alberta qui vont venir travailler ici. Puis nous, on pense que être complice avec les sables bitumineux, c'est certainement aller contre l'environnement de toutes les façons. Alors, accepter que ça passe sur les terres. Moi, je donne souvent aussi l'exemple des gens parce qu'il y a des personnes qui vont recevoir des chèques si le pipeline passe sur leur terrain, des propriétaires.
Moi, je donne souvent l'exemple, ben OK, peut-être qu'il y a un chèque qui vient avec ça, mais quand va venir le moment de vendre votre maison, s'il y a deux maisons, une à côté de l'autre, puis il y en a une où il y a un pipeline qui passe dessus, puis il y en a une où le pipeline ne passe pas dessus, laquelle vous allez choisir, puis la réponse, elle tombe, la réponse va de soi, on veut pas un terrain où il y a un pipeline. Pour les nappes phréatiques aussi, ça passe en dessous de la terre, puis en haut des nappes. Et ça, c'est un autre problème par rapport à l'environnement. Autrement, au niveau de Québec solidaire, il y a un plan de sortie du pétrole aussi qui a été mis en place. On parle beaucoup d'électrification des transports. Ça, c'est quelque chose que les autres partis ont d'ailleurs vivement copié. Mais c'est quand même venu de Québec solidaire, puis ça fait longtemps que Québec solidaire milite pour un développement durable, responsable. Au niveau de l'agriculture, plus précisément, c'est sûr qu'on va empêcher la spéculation sur les terres agricoles. Là. Présentement, au Bas-Saint-Laurent, en tout cas, c'est peut-être moins fort qu'ailleurs dans d'autres régions, mais je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, c'est quelque chose qui est plus présent. C'est-à-dire qu'on fait monter les enchères sur les terres agricoles, puis ça fait que les gens ne peuvent plus, finalement, se les acheter, à moins d'être multimillionnaires. Et ça fait qu'on perd un peu ce que devrait être l'agriculture. C'est quelque chose qui est proche des gens. C'est quelque chose qui peut être aussi très fort au niveau du marché local. On encourage ça aussi. On encourage beaucoup le biologique. L'achat local, évidemment, tout ça. Et alors, c'est un peu ça au niveau de l'environnement. Je pense que c'est un des partis qui prend les problèmes le plus au sérieux, Québec solidaire. Je pense qu'il y a même des fois des projets qui sont un peu par rapport au GES, là, qui sont un peu plus ambitieux que les autres partis. C'est sûr que, je veux dire, des fois, on se dit qu'on aime peut-être mieux cibler haut pour arriver au moins le plus près possible. Parce que c'est sûr aussi que par rapport à tout ce qui se fait au fédéral et les conservateurs, on a comme du rattrapage à faire. Fait que dans ce sens-là, je pense que Québec solidaire est assez responsable. Juste préciser que les GES, ce sont les gaz à effet de serre. Oui. On a une orientation au niveau de la commission jeunesse, ici dans les Basques, qui est beaucoup en faveur de la démocratie participative. On cherche des moyens là, pour que les jeunes, entre autres, puis la population en général, puissent être consultés entre les élections, entre les rendez-vous électoraux et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme député, pour favoriser une plus grande participation des citoyens entre les élections? D'abord, c'est sûr que je suis d'accord avec vous par rapport au fait que voter pour quelqu'un, puis l'avoir pendant 4 ans, puis c'est lui qui prend toutes les décisions pendant 4 ans, il y a quelque chose d'un petit peu absurde. C'est certain qu'au niveau du vote proportionnel, c'est quelque chose que, encore une fois, le parti propose depuis longtemps. Ça, c'est au moins, en tout cas, au niveau de la représentation, je pense que ça serait mieux. Autrement, au niveau des assemblées populaires, au niveau de... Moi, je vais vous dire là, que, en tout cas, personnellement, là, je n'endosserai pas nécessairement tout le monde de Québec solidaire là-dessus, mais personnellement, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait absolument exister. Je pense que c'est pas normal qu'on puisse se faire entendre une fois par 4 ans. Il y a vraiment un problème, assurément. Je sais qu'il y a un parti qui s'appelle le Parti des sans-partis qui propose vraiment quelque chose là, qui serait plus, qui viendrait de là. Je suis pas d'accord avec toutes les idées du Parti des sans-partis, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses au niveau de la participation citoyenne. C'est certain que, en ce qui me concerne, en tout cas, les gens devraient être très régulièrement consultés. Il y a des pays, je vais prendre la Suisse là, par exemple, on demande souvent aux gens régulièrement de voter, de se prononcer. Il y a beaucoup plus d'assemblées parce que c'est pas juste une fois par 4 ans. Des fois, on va sortir plein de projets, des projets de loi, tout ça, puis on va demander aux gens de se prononcer, de voter là-dessus. Alors moi, c'est certain que ça, c'est quelque chose pour lequel je suis vivement en faveur, même quand c'est le temps d'aller voter et tout ça. Je veux dire, pourquoi pas aussi qu'on se prononcer sur d'autres questions. Je pense que les citoyens, tout le monde a quelque chose à dire, mais quand on ne nous demande pas notre avis, on ne donne pas non plus. Alors dans ce sens-là, moi je suis pour que tout ça soit mis de l'avant davantage, assurément. Et il reste à voir de quelle façon exactement, tout ça, quel poids ça peut avoir, qu'est-ce que ça peut prendre, c'est quand même long changer les institutions démocratiques. Alors dans ce sens-là, c'est sûr qu'il y a du chemin à faire. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Certainement. Oui, justement, changer les institutions démocratiques. Vous avez parlé tout à l'heure du Parti sans parti. Vous avez leur chef comme adversaire dans la circonscription. Mais votre parti propose une assemblée constituante. Comment ça s'articule avec l'accession à la souveraineté? L'Assemblée constituante, pour être honnête, je ne connais pas tous les détails techniques, c'est-à-dire de ça. Je pense que l'idée, c'est que, vous savez, le Parti québécois parle souvent des espèces de conditions gagnantes et tout ça, et c'est assez abstrait. Je pense que l'idée avec l'Assemblée constituante, c'est de rassembler des gens de différents domaines, de différents milieux, qui entre eux, vont pouvoir
vont pouvoir se pencher sur ça. Puis ce ne serait pas nécessairement des gens, par exemple, qui sont comme des gens qui ont été élus à l'Assemblée nationale. Je veux dire, ce serait l'Assemblée constituante. L'idée, c'est de rassembler des gens qui sont externes à tout ça pour former un comité qui propulserait le projet du référendum de l'avant, en ayant des gens de tous les milieux. Mais je veux dire, au niveau des technicalités, là, je ne peux pas vous dire que je connais tous les détails précis, mais je sais qu'en tout cas, au niveau participatif, c'est sûr que ce serait... on viserait à consulter davantage les gens. Lors du débat de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles, j'avais posé une question concernant ce qui pourrait être fait demain matin pour améliorer la présence des jeunes dans notre MRC, étant donné qu'on a une MRC qui, principalement, dans les dernières années, il y avait beaucoup d'exode. Il y a été question d'emploi, que l'emploi pourrait être une solution dans la MRC pour attirer les jeunes. Comment vous, en deux, trois grandes idées, vous verriez à développer l'emploi là, dans la MRC des Basques pour qu'on puisse éventuellement être un importateur de jeunes dans notre MRC? C'est bien dit. Ben d'abord, moi, je pense que dans la région, ça prend une maison de naissance. Ça, c'est une chose. Surtout, là, je vais parler plus peut-être pour ramener, disons, des jeunes, au moins attirer des jeunes. Je pense que ça prend absolument une maison de naissance, ça prend les sages-femmes. Je pense que les jeunes familles, aujourd'hui, veulent avoir ce genre de choses-là. De là à savoir, est-ce que cette maison de naissance-là serait dans les Basques, au Témiscouata, à Rivière-du-Loup? Bon, ça reste à préciser, mais en tout cas, du moins dans la région. Je pense aussi... Je vais essayer de donner un autre exemple assez concret. Quand on parle du Carrefour Jeunesse-Emploi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des séjours exploratoires. C'est quelque chose qui se fait présentement, mais il y a eu l'an passé, il y a eu 20 jeunes qui sont venus de l'extérieur, 20 personnes de Montréal qui sont venues en un an. Parce que le financement est tellement bas qu'à peu près tout ce que la personne a comme moyen, c'est de payer son salaire. Je veux dire, c'est tout à peu près ce que ça donne. Elle peut se payer 2 séjours comme ça. Moi, je propose, quand on parle de ramener des jeunes puis de remplir la région, mais je propose qu'on augmente beaucoup le financement pour ça, parce qu'il faut se faire voir aussi pour se faire connaître. Si personne ne vous connaît, puis si on est replié sur nous, ça ne marchera pas. Fait que ça, c'est quelque chose que je propose. Et c'est drôle à la radio. Et ça plus concrètement au niveau de l'emploi, il y a plusieurs choses. C'est sûr qu'au niveau du tourisme, je pense qu'il faut continuer à développer ça. Les Basques, c'est quand même un endroit, je pense, qui est très, très apprécié, particulièrement en été. On sait que l'hiver, c'est quand même un peu différent. Mais assurément, en été, le tourisme peut toujours être développé de plein de façons. C'est sûr qu'ici, au niveau culturel, il y a déjà plein de choses qui se passent. On pense à EcoFight, qui d'ailleurs, maintenant, avec mandataire, puis tout ça, a comme un mandat qui est prolongé à l'année. Puis ça, c'est très positif. Je pense que moi, la vie culturelle, c'est quelque chose qui, à la fois, retient les gens et attire des gens. J'ai aucun doute là-dessus. C'est vraiment, vraiment important. Dans la région, il y a évidemment l'icône Victor Lévy-Beaulieu aussi, là, qui est quelqu'un qui est important. Puis l'été, je veux dire, Victor Lévy-Beaulieu est connu partout au Québec, au Canada, je veux dire, même dans la francophonie au niveau mondial. C'est quelqu'un d'extrêmement respecté, de très aimé aussi. C'est un écrivain, probablement le plus grand écrivain vivant au Québec, selon moi. Et ben, c'est quelqu'un aussi, je sais qu'il y a déjà eu des projets, tout ça. Je pense qu'il faut continuer, moi, à mettre cette personne-là de l'avant. Ensuite de ça, plus concrètement, au niveau des emplois, bien, par rapport à Québec solidaire, peut-être pas directement à Trois-Pistoles, mais si je pense un peu plus vers le sud, nous autres, on a beaucoup parlé avec le plan Sortie du pétrole des éco-constructions. Fait que je pense qu'au niveau de l'emploi, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là de faire des constructions écologiques, des constructions qui, au niveau de l'énergie, vont moins dépenser. Je pense que l'avenir est là. Je pense que c'est sûr, quand on va vers le sud, plus vers les terres, il y a plusieurs endroits où on pourrait se diriger vers ça. Ensuite de ça, ben c'est sûr que c'est ça. Au niveau de l'emploi, si on ramène plus de jeunes, j'ai aussi un projet de campus universitaire un peu plus vers la région de Rivière-du-Loup par rapport à la démographie là-bas. Mais ça aussi, c'est un moyen d'attirer plus de personnes, d'offrir des cours qui seraient, une offre de cours qui serait plus grande pour avoir justement les familles, tout ça. Souvent, quand les familles reviennent, par exemple, dans une ville comme Rivière-du-Loup, ils ne veulent pas nécessairement être au centre-ville. Des fois, c'est des gens qui veulent aussi être à la campagne, qui veulent être dans des endroits tranquilles. Donc ça, je pense que ça peut ramener des gens. Puis plus il va y avoir de gens, je pense que plus l'économie va rouler. Puis finalement, c'est tout le monde qui va être gagnant en augmentant la démographie, puis en augmentant les jeunes, ça va amener du dynamisme. Je pense que ça passe impérativement par là. Est-ce que vous avez déjà une idée de quel genre de cours pourrait être offert dans ce campus universitaire? Oui, j'ai déjà une idée parce que c'est sûr qu'il faut premièrement être complémentaire avec Rimouski, par exemple. À Rimouski, c'est beaucoup les sciences marines qui sont mises de l'avant. Il y a des gens beaucoup en enseignement qui sont là aussi, dans différents domaines de l'enseignement. En cinéma, à Rivière-du-Loup, au Cégep, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les dernières années. Il y a eu documentaire, il y a eu cinéma d'animation, il y a eu pas mal de programmes.
Et ça, c'est un créneau qui n'était pas beaucoup exploité. Puis Rivière-du-Loup a eu l'idée d'aller le chercher. Je pense que c'est intéressant de se diriger probablement plus du côté des arts. En tout cas, du moins en premier, de développer des cours en lien avec les arts, parce qu'il n'y a pas d'offre à Rimouski. C'est probablement la littérature là, qui est le plus proche des arts au niveau de l'université. Fait que c'est sûr que les premiers cours, en tout cas, je pense qu'ils devraient être développés, ce seraient des cours en lien avec les arts en général. Le cinéma, mais ça peut aussi être les arts visuels, ça peut être plusieurs choses. Puis ça, je veux dire, ajouter 200, 300, 400 jeunes dans une ville comme Rivière-du-Loup, des jeunes entre 20 et 30 ans, ça changerait beaucoup, beaucoup de choses. Parce que, en plus, l'université, c'est souvent là qu'on rencontre les gens, qu'on se fait un réseau d'amis, tout ça, fait que ça donne envie de rester dans la ville après, ça donne pas envie de partir. Puis c'est aussi ce qui fait que les gens, des fois, quand ils partent, ils reviennent pas, parce que c'est l'âge, vraiment, où on rencontre les gens qui souvent vont nous suivre tout le restant de notre vie. Par rapport au projet de transport, le pont de la Vin ici, c'est un enjeu. Ouais. Avez-vous un plan là-dessus? Ben moi, mon plan, ce serait de pas le faire. Ce serait ça mon plan. Je pense que 150 millions pour un pont, pour le moment, c'est assez, je dirais, politique comme histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que toute cette histoire d'autoroute 20-là, je pense qu'aujourd'hui, je faisais un point de presse sur les organismes communautaires, puis j'essayais d'expliquer que, en tout cas, moi, dans ma vision, disons, si j'ai le choix de faire une autoroute 20 qui va coûter 1 milliard environ, ça peut même encore augmenter, entre Rivière-du-Loup et Rimouski, ou sécuriser la 132 dans un délai raisonnable pour 100 millions, moi, je préférais sécuriser la 132 pour 100 millions, parce que je trouve ça... Premièrement, l'autoroute 20, au moment où on se parle, c'est vraiment un flop là, à tous les niveaux. Là, les viaducs tombent. Pour l'instant, ce qui s'est fait entre Rivière-du-Loup et Kakuna, puis Ville-Verte, ça a coûté, je pense, c'est 90 millions pour finalement une autoroute qui n'est pas vraiment plus sécuritaire. La seule chose qui est sécuritaire, c'est qu'elle est moins loin du fleuve, donc il y a moins de vent. Mais on pourrait aussi planter peut-être des épinettes sur le bord, déjà, ça nous aiderait un peu. Faire des autoroutes à 3 voies, la 132 à 3 voies au plus d'endroits possible. L'idée, c'est pas de tasser les résidences, certainement pas, mais il y a plusieurs endroits encore où l'autoroute 132 pourrait être sécurisée. Fait que ça, c'est un exemple. Puis, un autre exemple par rapport à ça, c'est que, disons qu'on continue l'autoroute 20. Je pense qu'il faut absolument envisager un scénario où l'autoroute 20, par exemple, viendrait là, chercher 3 pistoles. Je veux dire, il y a déjà un pont présentement, je pense qu'il fonctionne relativement bien. De trouver un scénario qui permettrait, je veux dire, ces fameuses firmes de génie conseil qui empochent des millions pour leur contrat, je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas capables d'imaginer quelque chose qui nous permettrait de ne pas avoir à construire un deuxième pont. Est-ce que je me trompe? Il n'y a pas tant d'embouteillage, tout le monde est correct, je pense. Mais moi, il faut être réaliste aussi, là, je veux dire, les infrastructures tombent partout au Québec. Est-ce que la priorité, c'est de faire un pont à 3 pistoles, ici un deuxième? Est-ce que ça, c'est la priorité? Si on est réaliste, je pense que si on pense à 185, si on pense je veux dire, à tout ce qui est autour de Montréal, je veux dire, qui tombe en ruine, moi, ce que je propose, c'est de faire un scénario beaucoup plus réaliste où on viendrait soit rejoindre la 132 ou on trouve un scénario pour reprendre ce pont-là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est possible. Parce que les firmes de génie conseil, ils aiment ça quand les contrats sont gros. Plus le contrat est gros, plus les firmes de génie conseil sont contentes. Puis comme maintenant, c'est eux qui finalement se donnent un peu des contrats entre eux, eux autres sont bien crampés, comme on dit. Quelle est votre position concernant l'utilisation des terres agricoles à des fins autres qu'alimenter les humains? Chez nous, on a une ferme. Mon père a une ferme agricole, une ferme de terre. On avait des vaches quand on était jeune, mais là, on n'en a plus. C'est plus une ferme laitière. Et moi, je dirais que, en général, je pense que c'est le Parti québécois qui avait passé une loi sur la protection des terres agricoles il y a, mon Dieu, belle lurette. Je pense que c'est le gouvernement de René Lévesque. Et moi, je pense que les terres agricoles doivent demeurer des terres agricoles. Je pense qu'il faut protéger ça à tout prix. Je me suis beaucoup lancé en politique pour les ressources naturelles aussi, pour protéger les ressources naturelles. Je pense que les terres agricoles, ça fait partie de ce qu'on a, ça fait partie de nos forces. Puis on dirait que des fois, on veut comme piler sur nos forces, sur nos richesses, pour finalement avoir des gains à court terme ou pour faire des projets des fois qui font plus ou moins de sens. Puis moi, il y a plein, évidemment, quand on parle de la forêt, quand on parle de plein d'autres choses aussi, c'est quelque chose qui me préoccupait. Puis je pense qu'en société, si on a quelque chose en commun, c'est certainement ces ressources-là. Puis il faut qu'on fasse tout pour pas que les compagnies privées arrivent ici, puis volent les ressources, prennent ça, après ça, s'en vont. Les mines dans le Nord, c'est un autre exemple de ressources naturelles où j'ai l'impression que les gens arrivent. Puis le pire, c'est que c'est nous qui payons le nettoyage après, là. Je trouve ça incroyable. Je veux dire, toutes les redevances qu'on peut avoir sur ce qu'eux vont finalement nous prendre,
ben, je veux dire, à peu près tous les profits s'en vont finalement dans le nettoyage qu'il faut faire après leur passage. Il me semble qu'il y a quelque chose de complètement absurde là-dedans. Je vous donne un autre exemple, là, mais en tout cas, disons en lien avec les ressources naturelles. Est-ce que de nos jours, il est maintenant possible de cultiver des plantes, cultiver de l'agricole qui peut servir à autre chose que l'alimentation des humains? On pense, là, le cas le plus flagrant, c'est la production du maïs dans le but de faire de l'éthanol. Ouais. Il y a d'autres opportunités qui pourraient s'offrir aux producteurs demain matin, d'autres types de cultures qui pourraient servir soit à l'énergie ou à la production de biomatériaux, ainsi de suite. Puis là, ben, ça vient toujours en contradiction avec le besoin de nourrir le monde. Fait que c'était de voir c'était quoi le... Je comprends. Ben, c'est sûr que si je prends l'exemple de chez nous, je sais que quand on parle des terres, par exemple, plus proche de Montréal, c'est souvent des gens qui vont toujours faire la même chose. Ils vont toujours faire, par exemple, ils vont faire beaucoup de maïs là-bas, puisque c'est ça qui revient un peu régulièrement. Je me souviens que, en tout cas, mon père a toujours dit que, chez nous, du moins au Bas-Saint-Laurent, c'est à Rivière-du-Loup, lui, il est toujours dans la diversification des produits. Il essaie de varier beaucoup, il essaie de faire des choses assez différentes pour ménager la terre aussi, là, parce que quand la terre, en tout cas, probablement que vous êtes même plus au courant que moi, assurément, quand la terre produit toujours les mêmes choses, ben ça fait que la terre peut être moins rentable à long terme, mais c'est ça, en tout cas, je pense que c'est une question de vision à court ou à long terme, mais diversifier, moi, je veux dire, je dirais globalement, j'ai absolument rien contre le fait d'envisager d'autres possibilités, même si la priorité doit quand même demeurer de nourrir les gens. En complément, ici, on est très dépendant de l'automobile en région. Est-ce qu'il y a un plan intégré? On parlait d'électrification des transports tantôt. Du côté de Québec solidaire, qu'est-ce qui est proposé de structurant pour libérer les régions de la dépendance à l'auto? Ben, si on prend par exemple la Rivière-du-Loup, le transport Vas-y, que vous connaissez probablement, transport Vas-y, je veux dire, est financé. Transport collectif. Oui, c'est un transport collectif qui malheureusement, ben, premièrement, est vu souvent comme un transport réservé aux personnes pour le transport adapté. C'est-à-dire des personnes, des fois, bon, qui soit sont en chaise roulante, des personnes qui ont des problèmes de mobilité, mais c'est pas le cas en fait. C'est-à-dire que on peut appeler chez Vas-y, mais pour le moment, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on appelle, on réserve son transport, on dit je vais être là à tel moment, tout ça. Mais eux, ils n'ont pas de moyens financiers. Là. Tout ce qui leur est accordé, ben, c'est pas grand-chose. Fait que c'est sûr que ça, vous avez peut-être déjà habité à Québec ou à Montréal, ce qui fait la force d'un transport en commun, c'est sa régularité. C'est ça qui fait qu'un transport en commun est intéressant. Fait que c'est sûr que quand il faut toujours appeler, quand il faut réserver, quand les procédures sont compliquées, bien là, on ne va pas vers ça. Mais est-ce que si on injectait un peu plus d'argent, si on avait plus de moyens pour avoir un transport en commun qui serait intéressant, ça fonctionnerait? Je vais vous donner un exemple encore plus audacieux que j'ai pensé. C'est personnel, là, ça n'engage pas Québec solidaire. Il y a une usine à Rivière-du-Loup, par exemple, qui s'appelle Du Breton. C'est pas loin de chez nous. Je donne un exemple, ça pourrait être toutes les usines. Où il y a beaucoup de gens qui sortent de là, sont tout seuls dans leur voiture, tout ça. Moi, je pense que, premièrement, il faut qu'on invite les gens dans ces entreprises-là à créer des systèmes de covoiturage. Puis moi, je dirais même plus loin. Moi, je dirais, l'été, disons, par exemple, tu dis, les travailleurs qui vont travailler en vélo, là, on trouve un moyen qui est une forme de compensation. Quelque chose qui aiderait à inciter ces gens-là à dire, bien, si vous allez travailler en vélo, là, je vais vous donner un exemple. Okay? Je ne dis pas ça que ça va être concrètement comme ça, mais disons, OK, vous avez 20 $ de plus par semaine d'ajouter sur votre paye. Puis s'il faut que, par exemple, on vienne appuyer les gens qui ont ces entreprises-là pour dire, hey, à cette heure, il y a 50 personnes qui viennent travailler en vélo parce que, bien, premièrement, ça les met en forme. Deuxièmement, bien là, après ça aussi, probablement qu'on va se lancer dans une piste cyclable parce qu'on va dire, hey, là, attendez, là, ça commence, finalement, ça sera un méchant beau problème de dire, hey, là, tout le monde a embarqué là-dedans, tout le monde est content. Puis moi, je suis sûr qu'il y a bien des propriétaires, sans que ce soit le gouvernement nécessairement qui donne cet argent-là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises qui diraient, hey, bonne idée, nous autres, on embarque là-dedans, puis on est prêts. Parce qu'en plus, je veux dire, quand on fait du sport, quand on fait du vélo, on est de bonne humeur, on est en santé, on arrive, on a de l'énergie, on est content. Moi, je vous dis, là, je suis certain que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner sans que ça coûte rien à personne. Mais de proposer des mesures comme ça, des mesures de covoiturage, des systèmes dans les entreprises. Aujourd'hui, avec Internet, il y a moyen d'avoir des systèmes super simples. Souvent, dans les entreprises, les gens ne se parlent pas tant que ça. Des fois, ils ne savent même pas que le gars qui travaille avec lui, il habite à 8 maisons de chez lui. Des fois, ils ne savent pas. Fait que de trouver, un peu comme dans les cégeps, il y a des systèmes pour se parler à l'interne qui existent. Ben, c'est un peu finalement le même concept. Ben, avec les entreprises, de dire, bon, on crée un système de covoiturage à l'intérieur même de l'entreprise. Fait que pour les transports, je pense que ça pourrait être des moyens
vraiment, vraiment concret. C'est sûr que, je veux dire, à Trois-Pistoles, là, ici, là, en tout cas, là, c'est peut-être parce que c'est l'hiver, mais juste marcher, c'est quand même assez complexe. Je veux dire, sur le bord de la rue, c'est quand même, tu sais, les villes mettent souvent peu l'accent sur la marche, sur le cyclisme. Si on sort de chez nous, puis il y a toujours une belle piste cyclable qui est là, puis on a l'impression que c'est sécuritaire, puis tout ça, est-ce qu'on va avoir envie de faire du vélo? On va plus avoir envie que si on se promène où il n'y a pas de trottoir, puis il n'y a rien, on se dit, je ne prendrai pas mon vélo, c'est trop dangereux. Ça, c'est pas normal. Puis c'est la même chose à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, les conditions pour les vélos ne sont pas optimales. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas optimal. Puis on a deux choix. Hein. Soit nous, on fait les pistes cyclables avant, puis après ça, les gens mènent leur vélo, ou soit soit il se passe rien, en fait. Fait que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Je dis ça dans le Témiscouata aussi, à Cabano, là, sur la rue commerciale, puis tout ça. Je veux dire, quelqu'un qui est là en vélo, disons qu'on va rouler à 2-3 là, c'est pas évident. Puis tu crées les conditions, puis après ça, ça va apparaître tout seul. Mais tout ça, ça va favoriser ça, du moins. Moi, j'irais du côté de la forêt. Est-ce que Québec solidaire a un plan par rapport, par exemple, à l'augmentation des arbres protégés dans la forêt, autant boréale que du sud? Bien, maintenant, au niveau des entreprises dans la forêt, c'est... vous me direz si je me trompe, là, je peux me tromper, je pense que c'est les FSP, les forêts, en tout cas... FSC. FSC, oui, merci, c'est ça, FSC. Façon responsable de couper. Ça existe déjà, puis c'est très bien, puis il faut continuer à aller vers ça. Mais, encore une fois, au niveau du programme, dans le détail, très précisément, j'hésite à me prononcer par rapport aux engagements de Québec solidaire, mais j'aurais tendance à vous dire que Québec solidaire, en tout cas, assurément, favorise une coupe extrêmement responsable des forêts. Les forêts, encore une fois, c'est une richesse, puis je veux dire, on sait que dans le passé, il y a eu des coupes à blanc terribles, puis il y a eu des choses, plusieurs documentaires nous ont montré ça, puis avec raison d'ailleurs. Et je pense, personnellement, oui, qu'il faut protéger ces forêts-là. D'un autre côté, les gens qui travaillent dans la forêt, en tout cas, la plupart, là, ceux qui agissent bien et qui sont de bonne foi aussi, savent aussi ce qu'il faut couper, ce qu'il ne faut pas couper. Mais ça dépend, en tout cas, mon Dieu, comme je dis, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même des personnes de bonne foi là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas présumer sur tout le monde. Mais ben, c'est ça, de façon globale, il faut faire ça de façon responsable parce que une autre des valeurs de Québec solidaire, c'est de dire, oui, l'économie, c'est quelque chose qui est important. Par contre, c'est pas l'économie à tout prix. C'est pas l'économie auprès d'une surconsommation absurde. Donc, dans ce sens-là, je veux dire, couper la forêt pour dire qu'on va faire des choses qui, finalement, sont un peu inutiles ou qu'on tombe dans une sorte de forme, justement, de surconsommation, c'est pas nécessairement... C'est assurément pas ça, en tout cas, qui va être mis de l'avant par Québec solidaire. Le secteur de la forêt est un secteur, au courant des dernières années, qui a eu des grosses difficultés en lien avec tous les derniers accords qui ont tombé avec les États-Unis au niveau de la production, là, entre autres, du 2x4. Quelles pourraient être vos suggestions pour redynamiser ce secteur, cette industrie qui en a grandement besoin aujourd'hui? Mais d'abord, je pense que là, avec les États-Unis, à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu d'acharnement peut-être avec les États-Unis de dire attendez, ça va finir par marcher, ça va finir par marcher. Et aux États-Unis, eux sont, je veux dire, en tout cas pour l'instant, c'est bloqué. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs de Rivière-du-Loup, puis qui travaillent avec le bois pour la transformation, évidemment. Puis j'aurais demandé où est-ce que vous achetez votre bois? Il y en a qui me disaient mais nous autres, on prend en Alberta. Nous autres, c'est dans le coin de Montréal. On passe dans le nord de Montréal. Puis là, je disais OK, mais c'est correct. Est-ce qu'au Témis, des fois, vous faites affaire là, tout ça? Je dis pas trop. On sait pas trop. Il y a un gros manque au niveau de la communication par rapport aux entreprises locales. C'est-à-dire que les gens, entre eux, souvent, ont tendance à ne pas se parler beaucoup. Et j'ai été assez surpris, en fait, d'entendre ça. Je me disais, bien là, je veux dire, en tout cas, tant qu'à acheter du bois, c'est sûr qu'au niveau du transport, on économise en le prenant proche, mais peut-être aussi que c'est aux gens du Témiscouata à se dire, bien là, OK, là, les États-Unis est arrivé ce qui est arrivé, maintenant, là, on se redresse les manches, puis on va regarder, premièrement, dans notre marché local, qu'est-ce qu'on peut faire à Rivière-du-Loup, puis ici aussi, je pense qu'il y a probablement quelques... Il faudrait voir, là, je connais pas les compagnies avec qui ils font toute affaire, évidemment, mais de voir pour eux, de dire, ben là, le marché, s'il ne marche pas d'un bord, il faut aller chercher ailleurs, parce que je pense qu'ils ont déjà, les entreprises, ils ont déjà plein de choses en place. Puis, concrètement, il faut que les gens se parlent plus. Il y a déjà une table qui existe, la table forêt, bois et matériaux, au Témiscouata, qui est quelque chose de très, très intéressant, où les gens se parlent plus, puis depuis ce temps-là, ça va mieux aussi d'ailleurs. Fait que de continuer avec les entreprises qui sont dans les régions aux alentours, parce que des fois, on dit, bon, ben OK, les entreprises disent, ah ben on n'a pas, ils font pas ce produit-là ou ils ne coupent pas de cette façon-là, par exemple.
bien là, ces entreprises-là, il faut aussi qu'ils entendent ça, puis ils disent, mais attendez, là, je veux dire, on peut aussi s'organiser. Des fois, c'est l'équipement que tu achètes, puis des fois, c'est de l'aide aussi, je pense que le gouvernement peut apporter pour au moins démarrer ça, de dire, bien là, si tu fais ça, il y a 3-4 entreprises à Rivière-du-Loup, par exemple, qui seraient intéressées à acheter tes produits. Ben mon Dieu, il me semble que ce serait du moins la première étape. Puis des fois, ben, c'est avec cette relance-là qu'après, ça fait boule de neige, puis que les choses vont mieux. Que pensez-vous de la souveraineté? Et si vous y pensez du bien ou peu importe, quels sont vos plans pour y accéder? Ben, je pense beaucoup bien à la souveraineté. Je pense que Québec solidaire est ouvertement souverainiste, d'ailleurs, plus que le Parti québécois, hein, il faut bien le dire. Le plan de Québec solidaire, on en a parlé un peu tantôt, de faire une assemblée constituante, de rassembler des gens qui vont pouvoir mener le Québec à devenir un pays. Je vais parler de quelqu'un qui n'est pas dans mon parti, mais qui est très inspirant, je trouve, particulièrement pendant la dernière campagne, qui était Jean-Martin Hossan. Je pense qu'il est quelqu'un qui avait réussi à faire une promotion de la souveraineté qui était très positive, qui était très intéressante. Il n'était pas avec Québec solidaire, mais bon, en tout cas, quand même, Option nationale et Québec solidaire ne sont pas si éloignés. Puis Jean-Martin Hossan parlait beaucoup de la souveraineté de façon positive. Il parlait de ça comme de quelque chose, puis lui, c'était un économiste aussi. Il disait, économiquement, on est capable de le faire. On est dans les 10 sur 100 pays, disons, on est dans les 10 des plus gros pays au niveau de la superficie, au niveau de la population. Ça a déjà été un argument de dire, on n'est pas assez. C'est pas vrai, on est dans le 50 où il y a le plus de gens dans le monde. Disons qu'on devient pays demain matin, on serait dans le plus gros 50 des pays. Fait que ça, c'est quand même bon. Ensuite de ça, le dollar, par exemple, c'est quelque chose où on dit, qu'est-ce qu'on fait avec le dollar? Le dollar, probablement que c'est le Canada, en fait, qui va demander à ce qu'on le garde. Des fois, on dit, tu sais, c'est comme nous, on fait pitié, on n'aura plus d'argent. Mais c'est pas ça, là, le Canada. Si nous, on s'en va, puis eux nous perdent avec le dollar, je veux dire, ils vont avoir autant de problèmes que nous, sinon plus. Fait que ça, pour moi, c'est pas nécessairement un problème non plus. Je pense qu'on est capable de le faire. C'est un peu comme être des géants timides. Moi, je sens qu'on est comme ça un peu. On est capable de le faire. On a vraiment tous les moyens de le faire à tous les niveaux. On n'a plus besoin de faire nos preuves. Je pense qu'au niveau culturel, on a prouvé qu'au niveau des technologies, on a fait nos preuves aussi. Et on a des entreprises qui sont vues partout à travers le monde. On n'a pas de quoi être jaloux. On a une culture qui est unique. Puis je pense que présentement aussi, avec le Parti conservateur, c'est que ça met vraiment un gros trait évident sur la différence au niveau des intérêts. Quand on pense à l'environnement, je pense que de façon générale, les Québécois sont plus proches de l'environnement que, par exemple, si on pense aux gens, évidemment, en Alberta, puis tout ça, puis on n'a pas... mais c'est pas contre le Canada, je pense que c'est pour le Québec, dans ma vision, c'est de dire, après ça, on continue à se parler, c'est juste que là, on est parti de la maison de chez nos parents, là, puis on va continuer à se parler, puis les rapports vont être encore plus harmonieux, assurément, avec tout le reste de la Terre, en fait. Je veux dire, l'idée, c'est de s'occuper de nos lois, c'est de s'occuper de nos impôts, c'est de s'occuper de nos traités aussi internationaux. Souvent, ça arrive que, je veux dire, Stephen Harper, des fois, il va à des endroits, puis il dit des choses, puis je suis pas mal sûr qu'au Québec, si on demandait à tout le monde, « Hey, êtes-vous d'accord avec ce que Harper a dit dans telle ou telle place? » Il y a bien des moments où je suis certain qu'on aurait 80-90% de personnes qui diraient « Non, non, on n'est vraiment pas d'accord. Ça, on ne l'endosse pas. » Mais nous autres, on ne peut rien dire parce qu'on ne signe pas ces traités-là. On n'est pas là, malheureusement. On pourrait très bien y être. Puis on a absolument tout ce qu'il faut. C'est une question de conviction, de confiance, de cœur. Ça viendra. Selon vous, selon Québec solidaire, quelles sont les principales lacunes de notre système de l'éducation actuel et quelles pourraient être les solutions à ces lacunes? Québec solidaire propose l'éducation gratuite de la maternelle au doctorat d'abord. Une des raisons qui est souvent évoquée contre cette situation-là, c'est le fait que ça coûte cher. Par contre, si on a des gens qui travaillent, qui ont des bons salaires, je veux dire, forcément, ils vont finir aussi par payer plus d'impôts, par contribuer à la caisse en général. Donc, pour nous, c'est un système à une vitesse. On pense que les écoles privées, si les écoles privées ils veulent être privées, de grand bien leur face, mais on pense que les gens dans le public ne devraient pas nécessairement contribuer à quelque chose qui est privé. Alors, ça aussi, ça fait partie du plan. Ensuite de ça, moi, je pense que globalement, c'est sous-financé. Quand je pense au pavillon de l'avenir, par exemple, à Rivière-du-Loup, je parlais avec le directeur là-bas, puis j'ai parlé avec le directeur là-bas, puis on dit que... Lui dit qu'ils n'ont même plus d'argent, par exemple, pour faire des nouveaux programmes, pour sortir des nouvelles choses. Puis ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est des institutions qui sont importantes. Si on passe à Rimouski, par exemple, avec l'université, puis si du jour au lendemain, on disait « Hey, Rimouski, on vous enlève votre université, finalement, ça ne marche plus. » Toute la ville va se lever, puis ça va être un bouclier. Parfois, c'est dur de commencer. Comme je parlais d'un campus universitaire à Rivière-du-Loup, parfois, c'est dur de le commencer, de le faire. Mais une fois que c'est fait, les gens s'attachent beaucoup à ça. C'est ça qui fait vivre les communautés. C'est ça qui fait vivre les villes. C'est ça qui fait que c'est dynamique.
Fait que de façon globale, moi, je pense qu'il faut que l'éducation soit beaucoup plus financée. Je pense qu'il faut qu'elle soit accessible et gratuite à tout le monde. Je suis convaincu de ça. Et c'est sûr qu'au niveau, si on embarque dans les commissions scolaires et tout ça, c'est un autre débat. Moi, globalement, là, on ne pense pas qu'il faut enlever les commissions scolaires, probablement réduire un petit peu au niveau de l'administration. Il y a toujours un peu de surplus, des fois, ou avec le temps, des fois, c'est des structures qui s'alourdissent. C'est sûr qu'il faut simplifier un peu le modèle sans nécessairement l'enrayer. Fait que ça, oui. Puis c'est sûr que en région, probablement que si vous parlez avec n'importe quel professeur, il va vous dire aussi que les conditions sont assez difficiles pour les jeunes professeurs qui se promènent d'école en école, qui ont des contrats. Il y a beaucoup de précarité au niveau de l'emploi des enseignants. C'est vraiment difficile. La sécurité d'emploi, la stabilité, c'est très long à obtenir dans le monde de l'éducation. C'est certain que ça, c'est quelque chose à corriger aussi parce qu'on brûle les professeurs. Des fois, ils prennent leur retraite aussi pour valoriser ce travail-là, le travail d'enseignant. Mais des conditions, c'est pas toujours l'argent qui sont des conditions gagnantes. Des fois, c'est de mettre... si vous demandez à des professeurs, qu'est-ce que vous voulez, un meilleur salaire ou vous voulez toujours la même école avec une classe qui va toujours être la même année? Est-ce que vous voulez toujours enseigner la même matière au secondaire, par exemple? Des profs qui sont spécialisés en histoire, qui se retrouvent à enseigner chimie. T'sais, si vous leur demandez ça, là, moi, je vous garantis que le salaire, là, c'est même pas important. Ils vont vous dire, moi, ce que je veux, là, c'est des bonnes conditions. Je veux des choses intéressantes. Je veux mon cours, je veux ma spécialité. Ça va être bien avant le salaire. Mais le salaire aussi, je pense qu'il a toujours été amélioré. Là.